Alors, je vous propose de faire ce problème de l'examen de l'année passée. Le problème 1 seulement. Alors, dans un récipient isolé maintenu sous une pression constante de 1 bar, on met 1 kg de neige à moins 10 degrés C en contact avec une plaque de cuivre de masse M à 25 degrés C. Première question. En supposant que toute la quantité de neige initiale est fondue à 273,15 Kelvin, déterminez la masse M de cuivre nécessaire pour que l'eau et la plaque de cuivre soient à une température finale commune égale à plus 10 degrés C. Alors, en données supplémentaires, on vous donne la masse molaire du cuivre, la masse molaire de H2O, de l'eau, la capacité calorifique à pression constante du cuivre solide, la capacité calorifique à pression constante de H2O solide et la capacité calorifique à pression constante toujours de H2O liquide. Et finalement, on vous donne aussi le delta H de fusion de la glace à la température de fusion normale qui est 273,15 Kelvin, bien sûr. Voilà. Ensuite, en deuxième question, on vous demande de montrer que le processus décrit ci-dessus est spontané. Alors, voilà, je vais passer maintenant à une autre fenêtre pour vous présenter ce que j'ai préparé pour faire ça avec vous. Voilà, j'ai reproduit tout d'abord l'énoncé du problème ici, en faisant tout d'abord une analyse des données. Donc, on a une masse donnée de neige, c'est 1 kg. Appelons cette masse MH2O. Alors, ça correspond à une quantité en nombre de moles, un certain nombre de moles de H2O, qui est 55,55 moles. 1000 grammes divisé par la masse molaire de H2O qui est de 18, quelque chose grammes par mol, ça donne 55,55 moles. Voilà. Alors, il y a 4 températures en tout. La température à laquelle la neige était initialement, appelons-la T1, ça correspond à moins 10 degrés C, c'est-à-dire 263 Kelvin. Il y a une deuxième température qui est la température initiale de la plaque de cuivre, c'est 25 degrés C, appelons ça T2, donc T2 est 298,15 Kelvin, quoi. Alors, ensuite, il y a la température de fusion de l'eau. Pour simplifier les notations, je vous propose d'appeler ça T indice 0, T0. Ça va désigner la température de fusion de la glace, donc, 273,15 Kelvin, de 0 degré C. Et finalement, il y a la température finale où l'on aimerait avoir les deux substances, H2O liquide et le cuivre à l'état solide. Ça va être finalement à cette température-là. Donc, le processus est représenté précisément ce que je suis en train de vous montrer là. Donc, l'état initial est constitué de N mol de NH2O, qui est 55,55 mol de H2O solide à la température T1, moins 10 degrés C, plus un certain nombre de moles inconnus de cuivre, appelons ça X, moles de cuivre à la température T2, et à la fin, donc le processus est ça là, donc à la fin on doit avoir du H2O, les N moles de H2O complètement à l'état liquide, et les X moles de cuivre toujours à l'état solide, bien sûr, mais à la même température que les N moles d'eau là. Voilà. Alors, avant de commencer, convenons d'appeler X, c'est déjà dit tantôt, le nombre de moles
inconnu de cuivre, ça correspond à l'inconnu du problème, là, qui est la masse de cuivre à calculer, à déterminer, n'est-ce pas? Alors, cette masse, petit m, évidemment, c'est X, le nombre de moles de cuivre, fois la masse moléculaire de cuivre qui est donnée dans l'énoncé. Voilà. Voilà. Fin de l'analyse de l'énoncé. Laissez-moi maintenant présenter ce que l'on doit faire pour effectuer le calcul. Évidemment, pour faire ça, avoir cette transformation, il faut tout d'abord imaginer que les n-moles d'eau solide soient amenés tout d'abord à la température de fusion de l'eau, et ensuite que ces n-moles d'eau vont être soumises à la transformation de phase, la fusion précisément de ces n-moles de glace en H2O liquide à la température de fusion. Et finalement, ces n-moles de H2O et les x-moles de Cu qui, dans tous ces deux premiers processus, premières étapes, ne changent pas du tout d'état, voyez-vous, ça reste à la température T2, toujours la température T, à la température T2 là. Et ce n'est qu'à la dernière étape que ces x-moles de Cu voient sa température varier de T2 à TF. Donc ça correspond essentiellement au chauffage des deux cas de H2O liquide pour passer de T0, 0 degré C, la température de fusion de la glace, à la température finale qui est plus 10 degrés C. Ça correspond à 10 degrés C. Tandis que les x-moles de cuivre seraient refroidis plutôt que réchauffés, mais on peut parler de chauffage dans le sens algébrique. Donc ça passe de une température initiale qui correspond à 15 degrés C, et ça doit être refroidi à plus 10 degrés C, comme température finale. Donc, voilà. On a donc décomposé la transformation en 3 étapes. C'est les 3 étapes minimales pour pouvoir la réaliser. Et avec les étapes identifiées comme ça, on peut écrire les delta H, delta S des différentes étapes et delta H de la transformation totale qui est représentée par cette étape là du cycle de Hess qu'on est en train de construire ici. Voilà, faisons ça. Donc, dans un premier temps, voyons ce que delta H1, delta S1 serait, quel serait delta H2, delta S2, etc. Comment calculer toutes ces quantités-là. Voilà. Ensuite, on va faire des applications numériques pour tout le problème. Voilà. Alors, donc laissez-moi commencer avec les étapes. Voilà. Étape 1, c'est donc c'est essentiellement une étape de chauffage. Chauffage de quoi? Chauffage de n-mol de H2O solide, de la glace, quoi, de T1 à T0. Vous voyez bien que le cuivre ne change pas d'état, donc on n'a qu'à s'occuper seulement des variations d'enthalpie, d'entropie de ce sous-système qui est constitué de ces n-moles de H2O. OK? Alors, c'est un chauffage. Laissez-moi ajouter ça. Chauffage à pression constante.
à pression constante. N'est-ce pas? C'est indiqué ici, là. Tout ça est à pression constante. Et c'est dit dans l'énoncé. Alors, donc ça, c'est la première étape. Laissez-moi entourer ça avec la même couleur que c'est indiqué sur le diagramme que voici pour indiquer cette étape-là. Alors, comme c'est un chauffage à pression constante, delta H1 est simplement égal à Cp molaire du corps qui est ici H2O solide, la glace, fois la quantité, c'est-à-dire le nombre de moles, N H2O, voilà, fois la différence de température, n'est-ce pas, qui est de T0 moins T1, n'est-ce pas, on passe de T1 à T0 là pour que dans ce processus-là, voilà. Et delta S1, écrivons ça tout de suite, qui accompagne ce chauffage des N moles d'eau solide, de H2O solide, serait donné par Cp du corps, donc NCp H2O solide, fois quoi? Fois ln de T1 qui est la température finale, divisé par la température initiale. Voilà. Ça, c'est pour l'étape 1. Continuons. Pour l'étape 2, étape 2 ici. L'étape 2, c'est quoi l'étape 2? Eh bien, l'étape 2 est une transition de phase. C'est un équilibre de phase. À la température T0, qui est la température de fusion de H2O. Température de fusion de H2O solide. Voilà, température de fusion normale même. Si P est égal à une barre. Ok. Alors, ça, c'est étape en vert. Donc, laissez-moi mettre ça. Étape 2, c'est en vert. C'est pas tout à fait la même couleur. C'est pas grave. Voilà, ça. C'est peut-être plus juste. Là, voilà, l'étape 2. C'est l'étape en vert ici. Alors, comme c'est une transition de phase et ça n'implique que du H2O, encore une fois, le cuivre ne voit pas son état changer du tout. Vous avez toujours X mol de cuivre solide dans l'état initial de cette étape à la température T2 et l'état final pour le cuivre c'est pareil, c'est X mol de cuivre solide à la même température T2. Donc rien ne change au niveau du cuivre, c'est juste au niveau des N mol de H2O que les choses changent, n'est-ce pas? Alors, ce delta H pour l'étape 2, c'est très simple, c'est tout simplement delta H de fusion molaire de H2O, delta H de fusion standard, molaire de H2O fois le nombre de moles de H2O, 55 moles. Voilà. C'est tout, n'est-ce pas? Qu'en est-il de delta S? Eh bien, delta S, pour une transition de phase, comme c'est un équilibre, vous avez et à pression constante, donc la chaleur à pression constante est égale à delta H, ici c'est la chaleur réversible divisée par la température qui est fixe, et cette chaleur réversible c'est delta H. Quel delta H? Ce delta H là, donc delta H de fusion molaire de H2O solide fois le nombre de moles de H2O, bien entendu, le tout divisé par la température de fusion qui est T0 ici. Voilà. Finalement, pour l'étape 3, descendons un peu, pour l'étape 3,
l'étape 3 consiste en quoi? Eh bien, l'étape 3, c'était en quelle couleur encore? Cette couleur, je pense, étape 3, oui. Voilà. L'étape 3, c'est, revenons un peu en arrière, on va voir ça à l'étape 3, c'est juste le chauffage des deux cas à la fois. Hein? Les N-modes de H2O qui passent de T0 à TF, les X-modes de cuivre qui finalement voient son état changer là, hein, qui passe de la température T2 à la température TF. Donc par conséquent, delta H 3 est égal. Vous avez toujours n moles de H2O, le même nombre de moles. Alors cette fois-ci, c'est du Cp de H2O, mais ce n'est pas du solide comme tout à l'heure. C'est du liquide cette fois-ci. D'accord? Fois la variation de température. La variation de température ici, c'est Tf moins T0. Mais ça, on partait de la température de fusion où l'on était tantôt là de l'eau. Hein, et on se rend jusqu'à Tf là pour l'eau. Et plus, hein, alors, X mol de cuivre, n'est-ce pas? Donc vous avez Cp du cuivre solide ici, d'accord? Fois, alors Tf toujours moins T, quel T? Eh ben, moins T2, parce que le cuivre était dans cette étape-là, originalement, à la température T2. Donc ça doit être T2, d'accord? Voilà. Et je crois que c'est tout. C'est ça? Donc maintenant, delta S3. Hein. Encore une fois, c'est juste un chauffage à pression constante des deux corps. Chaque corps va donc une variation d'entropie qui est Cp du corps. Le cas de H2O, c'est NH2O fois Cp molaire de H2O liquide fois le log de la température finale divisée par la température initiale. La température initiale pour l'eau, c'était 0. Pour les X moles de cuivre, hein, le principe est pareil, mais c'est juste la température finale qui diffère. Donc, XCP du cuivre fois le log de Tf, température finale, divisé par la température initiale qui est du T2. Voilà. Et c'est tout. Alors, maintenant, comment déterminer X? Eh bien, on détermine X, hein, par le fait que, bon, maintenant, hein, sur le cycle en entier, hein, c'est-à-dire le bilan, quoi. Bilan des 3 étapes. C'est ça? Alors, la chaleur, hein, finale, c'est que le cycle en entier doit être égal à 0, puisque il est dit dans l'énoncé que tout ça se produit hein, dans une enceinte bien isolée. En d'autres termes, hein, il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. Hein, quand on parle du système en entier, pas juste H2O, bien pas juste une étape, mais pour que la transformation totale là. Hein, c'est adiabatique en d'autres termes. Voilà. Alors, QP égale à 0, et ce QP là, c'est Q total là. Hein, donc il est delta H total. Delta H total. Qui est égal à delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Écrivons tout ça. Alors, est-ce que on peut descendre encore? Oui, je peux encore descendre un peu. Oui, voilà. Alors, écrivons ça ici. Donc, delta H1, hein, c'était donné en haut. Delta H1 est égal
1, hein, delta H1, c'est où delta H1? Voilà. Delta H1 égale à NH2O, CpH2O solide, T0 moins T1. Hein, donc là, je mets ça. Hein, NH2O, Cp de H2O solide fois T0 moins T1. Delta H2, vous vous rappelez que c'est NH2O fois hein, delta H de fusion de H2O solide, ça. Fois NH2O. Mais laissez-moi tout de suite mettre une parenthèse ici pour factoriser le nombre de moles de H2O hein, dans les termes qui contiennent le même nombre de moles. Hein. Ce terme-là, par exemple, dans delta H2, vous avez NH2O fois delta H de fusion de H2O, donc contient le même NH2O, donc on peut factoriser ça. Hein. Dans delta H3 aussi, vous avez un terme qui contient NH2O là. Et ce terme, c'est, donc je vais continuer ici, plus Cp molaire de H2O liquide hein, fois Tf moins T0. Fermez la parenthèse ici et fermez complètement ce crochet là hein, et, qui indique qu'on avait factorisé hein, le nombre hein, de moles de H2O ici. Voilà. Il manque juste le dernier terme, plus Cp du cuivre fois la température finale moins la température initiale. Ici, j'ai écrit Cp molaire du cuivre. En fait, on doit écrire le Cp total qui était là. Mais hein, je voulais juste changer de couleur pour indiquer X ici, qui est la variable inconnue, hein, qui est l'inconnu du problème. Et précisément, hein, on doit utiliser ça pour déterminer X. Alors donc, en utilisant ça, hein, c'est ça là. Hein, donc tout ça est égal à 0. Hein, hein, alors, on détermine X. X. Voilà, c'est comme ça que X va être déterminé. D'accord? Alors, donc, en d'autres termes, X, c'est égal à moins toute cette quantité NH2O fois le crochet ici, divisé par Cp de Cu fois Tf moins T2. C'est ça? Donc, laissez-moi réécrire ça, peut-être. Donc, ça fait que X est égal à... Ah, c'est pas la bonne couleur. C'est pas grave. N de H de O ici. Et tout ce qui est dans ce crochet-là. Hein. Peut-être que j'ai pas besoin d'écrire en détail, là, comme ça. Hein. Et le tout divisé par Cp bar du cuivre fois Tf moins T2. Est-ce qu'on dispose de toutes les données pour faire ce calcul? Bien entendu. On connaît NH2O qui est 55 moles. On connaît les capacités calorifiques de l'eau solide, de l'eau liquide. On connaît delta H de fusion de H2O solide. C'est donné dans l'énoncé là. Donc, par conséquent, on peut facilement calculer ce X là. Alors, laissez-moi peut-être vous montrer tout de suite le calcul. J'ai préparé ça sur une autre feuille. Voilà. Donc, calcul de X. X ici. Voilà. Si vous voulez, je vais le mettre en rouge là. Bon, je remets ça. Je vais mettre X en rouge. Ouais, c'est ce X ici. Là. Alors, X est donné par ça. Ça, c'est exactement ce que j'avais écrit hein, à la dernière ligne sur l'autre feuille, là. Moins N de H2O fois
ça. Laissez-moi revoir un peu. Est-ce que j'ai bien mis moins N dans cette autre feuille? Non, oui, j'ai oublié de ce moins là. Il y a un signe moins ici, hein, d'accord? Parce qu'on, voilà. Revenons là où on était. C'est ça. Donc, avec cette formule-là, donc X est égal à moins N H2O fois tout ceci. Donc, il y a la capacité calorifique pour l'air de H2O solide qui vaut 37,70 Joule Kelvin moins 1 par mol, je l'ai rappelé ici. CP de molaire de H2O liquide qui vaut 75,29 Joule Kelvin moins 1 par mol. Et delta H de fusion qui vaut 6008 joules par mol. Notez bien que c'est pas du kilojoule que j'ai écrit là, c'est du joule. Les données donnent delta H de fusion en kilojoules, mais comme ces CP ici sont en joule, Kelvin moins 1 par mol, par cohérence, ça doit être du joule. Voilà. Le tout divisé par la capacité calorifique molaire du cuivre qui est de 24,44 joules Kelvin moins 1 par mol ici, fois TF moins T2. Vous avez les différences de température qui ont été évaluées ici. T0 moins T1. T0 c'est la température de fusion de l'eau, c'est 0 degré C. T1 correspond à moins 10 degrés C, donc ça représente une élévation de température de 10 Kelvin. De même, l'eau liquide, une fois obtenue, une fois la glace fondue en l'eau liquide ensuite voit sa température augmenter encore, s'élever encore de 10 Kelvin, donc ça fait plus 10 Kelvin ici. Voilà, tandis que la température de la plaque de cuivre passerait de T2 qui est 15 degrés C à TF qui est 0 degré, TF qui est 10 degrés C. Donc, par conséquent, la différence, c'est moins 15 degrés C. Je m'excuse, T2, dans l'énoncé, c'est 25 degrés C. Et TF, c'est 10 degrés C. Donc, ça représente un abaissement de température, donc une variation de température négative qui est de moins 15 Kelvin. Alors, après tout calcul, vous pouvez vérifier ça. J'ai obtenu X égale à 1081,7 mol, et ce qui correspond à une masse de 68,73 kg de cuivre. Donc la plaque de cuivre doit avoir cette masse-là pour que pour qu'il puisse faire fondre cette quantité de neige, 1 kg de neige, et puis l'amener à la température de 10 degrés C. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Retournons à la page précédente. À l'énoncé. Deuxième question. Montrer que le processus décrit ci-dessus est spontané. Alors pour faire ça, vous savez bien qu'il faut calculer delta S du processus total et donc delta S du système, delta S de l'environnement est nul parce que le système est isolé, voyez-vous. Donc il suffit de calculer delta S, mais on a déjà écrit tantôt les delta S des trois étapes de ce cycle, n'est-ce pas? Delta S1, c'est ceci. Delta S2, c'est le delta S de changement de phase, transition de phase, et delta S3, c'est delta S de chauffage pour les deux cas. Ça, le premier terme, c'est le chauffage de l'eau liquide une fois formée, et le second terme est le chauffage, ou bien plutôt le refroidissement des X-mol de cuivre, pour atteindre la même température que l'eau formée là. Ok. Alors, donc c'est ça le principe. C'est ça le principe. Et
à cette page, les calculs sont donnés là. Donc, tout d'abord, rappel, à cette ligne, j'ai rassemblé les delta S des trois étapes là. Ça, c'est une partie du delta S de l'étape 3. Une autre partie du delta S de l'étape 3, évidemment, c'est ceci. C'est ce terme-là. Alors, le premier terme ici, là, dans ce crochet-là, c'est le delta S de la première étape. Ça. Donc, si vous voulez, je peux utiliser les couleurs pour indiquer ça. La première étape, delta S de la première étape, c'est ça. Delta S de la seconde étape, la troisième étape, je m'excuse, comporte deux termes. Ces deux termes-là, la somme de ces deux termes, ça donne delta S de la troisième étape. Le terme restant, c'est le delta S de la deuxième étape. De l'autre bord, c'est indiqué en vert. Donc, laissez-moi l'indiquer comme ça. Voilà. Alors, application numérique, X est égal à min 81,7 mol, on l'avait déjà obtenu en haut. CP du cuivre, c'est 24,44 joules, 15-1 par mol. Et la température TF, c'est 283,15 Kelvin, c'est 10 degrés C, n'est-ce pas? T2, c'est 25 degrés C, c'est 298 Kelvin. Voilà, ça c'est pour le premier terme. Lui, c'est NH2O, c'est 55,55 mol. Et ça c'est CP de H2O solide. Ln de T0 qui est 273,15 Kelvin. T1 c'est 263,15 Kelvin, n'est-ce pas? T1 c'est moins 10 degrés C, voilà, plus CP de H2O liquide qui est ça, Ln de température finale 283,15 Kelvin divisé par la température de fusion qui est 273,15, le T0 de tout à l'heure là. Et finalement, delta S de transition de phase, c'est 55 mol de H2O, NH2O, je l'ai factorisé ici, fois 6008 joules par mol divisé par 273,15 Kelvin. Alors j'ai effectué le calcul soigneusement et j'ai obtenu le résultat final qui est ceci, que delta S du système est égal à plus 85,66 joules Kelvin moins 1. Alors, comme le delta S de l'environnement est nul, ça correspond aussi au delta S total, c'est-à-dire de l'univers. Donc, delta S de l'univers est positif, le processus est spontané.